Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée au microcontrôleur ESP32 et je vous invite à poursuivre notre aventure dans les interfaces web et HTML. Donc la dernière fois, on avait créé notre fichier index.html dans un répertoire un peu particulier, c'est très important pour la suite, dans un répertoire nommé data, comme vous pouvez le constater ici. Pour afficher cette page HTML dans notre navigateur, on avait également installé une extension qui s'appelle Live Server. Donc vous voyez ici l'extension. Donc n'oubliez pas les amis d'installer cette extension afin d'afficher cette page HTML dans votre navigateur par défaut. Donc ensuite c'est très simple, quand vous avez conçu votre page HTML, vous faites un clic droit dessus et vous faites Open with Live Server. Donc il va ouvrir votre navigateur par défaut et afficher votre interface HTML. Alors je vous rappelle également aussi que lorsqu'on veut afficher les outils de debug, vous faites ici clic droit, vous inspectez et vous avez ici la console qui nous permettra ensuite de débugger notre projet. Or, actuellement, on a une page HTML qui est purement statique. Il n'y a aucune interaction. Et quand je clique sur les boutons, rien ne se passe. Et actuellement, la température ici affichée est de 20 degrés Celsius. Or, c'est la température initialement indiquée dans la balise H1 de la température. Comment maintenant faire que cette page soit dynamique, qu'on puisse interagir avec elle en cliquant sur les boutons et que la température puisse évoluer dans le temps. Donc, afin de rendre notre interface dynamique, nous allons mettre en place un script en JavaScript. Effectivement, c'est dans ce script que la dynamique va opérer. Donc la dernière fois, on avait créé un script.js, un fichier script.js actuellement qui est vide. Or, pour que le HTML ait accès à ce script, il faut l'importer dans le fichier index.html. Comment ça se passe? Donc vous allez ouvrir votre fichier index.html, vous allez descendre votre fichier, et juste avant de fermer la balise body, vous allez taper le S, tout simplement comme script, et puis là vous allez chercher, grâce à Emmet, vous allez trouver un truc qui s'appelle script.src. Vous faites entrer. Donc là, il va mettre en place une balise script et il vous demande la source de votre script. Le script s'appelle tout simplement script.js. Faites entrer. Donc on enregistre. D'accord? Bien. Donc maintenant, mon fichier HTML connaît ce fichier script.js. Pour voir que tout se met en place, on va mettre dans script.js une commande pour afficher un commentaire dans la console. Donc ensuite, vous ouvrez le fichier script.js. Vous allez par exemple ici, tout en haut. Donc pour les commentaires, c'est commencé. Le script.js reprend en gros la même grammaire que le C ou le C++. Donc pour les commentaires, vous faites double barre, tout simplement. Et puis là, pour mettre un commentaire, c'est très simple. Vous faites console.log et entre parenthèses et avec des cotes, vous mettez un commentaire. Par exemple, là, on va mettre quoi? On va mettre fichier. On va mettre script ready. Voilà. Donc si tout se passe normalement, quand on va lancer ce projet, comme le script.js est importé, est inclus dans le index.html, il va ouvrir ce fichier et il va afficher dans la console, parce qu'on a fait console.log, ça nous permet d'envoyer des messages dans la console, on va afficher script ready. Donc faites un CTRL S, vous relancez, donc venez ici, vous relancez votre page et vous voyez que dans la console apparaît ici script ready. Donc je rafraîchis la page, il apparaît ici script ready. Donc si on rafraîchit la page, à chaque fois, il va afficher le commentaire script ready. Autrement dit, j'ai maintenant un fichier JavaScript qui est lié à mon document index.html. C'est dans ce fichier JavaScript que l'on va mettre maintenant tout ce qui concerne l'interaction avec les boutons et le changement de la température. Eh bien, tentons d'interagir avec les boutons. Autrement dit, chaque fois que j'appuierai sur le bouton ON, il va apparaître dans la console, par exemple, action ON. Et quand j'appuierai sur le bouton OFF, il va apparaître dans la console, par exemple, action OFF. Donc le JavaScript, pour qu'il puisse interagir avec ces boutons, il doit connaître ces boutons. Eh bien, on va placer dans le fichier HTML un identifiant qui doit être unique pour chaque élément HTML. Autrement dit, vous allez maintenant dans le document index.html. Vous prenez ici le premier bouton, d'accord, qui est le bouton ON. Et dans ce bouton ON, on va lui donner un ID, un identifiant. Vous faites tout simplement ID égale, et là vous lui passez une chaîne de caractères.
Attention, cette chaîne de caractères doit être unique. Chaque bouton doit avoir un identifiant spécifique et unique. Donc là, par exemple, vous faites un button underscore on et puis vous finissez par ID. De même, alors comme je suis feignant, je vais prendre ceci, vous avez compris. Je vais maintenant dans le bouton off ici et je vais cliquer ici et je vais mettre, au lieu de mettre on, je vais mettre off. Donc qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lier le DOM, donc l'index HTML, donc les éléments qui contiennent mon élément du DOM, qu'on appelle le document. On va lier ce document au bouton via le HTML à partir d'identifiants. Donc ici maintenant, dans le script, qu'est-ce que je dois mettre? Alors, une petite chose aussi importante, on peut mettre soit des points-virgules à la fin, soit pas de points-virgules. Alors par habitude, moi je vais mettre des points-virgules parce que je suis habitué au C. On va créer dans le fichier script.js, on va créer deux références qui sont liées au fameux bouton on et bouton off. Et ces boutons on et off, souvenez-vous, on les a identifiés avec un identifiant unique qui s'appelle button on ID, button off ID. Donc on va créer deux variables un peu particulières, ce sont des constantes. Donc pour créer des constantes en JavaScript, c'est très simple, vous faites const. Vous lui donnez un nom. Par exemple, button, on, et puis je vais mettre référence. Pour déterminer ce bouton, pour chercher le bouton dans le document, qu'on appelle le DOM, d'accord? Eh bien, on fait document, point, get element by ID. Entre parenthèses. Et là, vous lui spécifiez, bien sûr, l'ID que vous avez donné ici dans le HTML. Donc, je vais prendre ceci. Pour éviter d'avoir des photographes, je viens ici et je lui passe point virgule à la fin. Donc qu'est-ce que je viens de faire les amis? Je viens de créer une constante, donc une variable de type constante qui ne doit pas bouger. Effectivement, la référence de mon bouton, c'est toujours la même, elle ne changera pas. Donc je crée une constante que j'appelle button on ref, et pour ceci, je vais dans le DOM, donc le document, .get element by ID. Je crois que c'est clair, donne-moi l'élément que possède un certain ID. Cet ID, ici, il faut le passer entre cotes, c'est d'identifiant, il s'appelle button on ID. Enregistré. De même, ici, je vais faire la même chose, donc je vais créer une constante, je vais l'appeler button of référence égale document.getElement by ID. Et quel est l'ID d'autre élément? Eh bien, vous venez ici, l'ID c'est button underscore of ID. Alors pour être sûr qu'on a bien des références sur des boutons, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien en JavaScript, on peut afficher carrément une référence. Donc on va faire un console.log et je vais afficher le button on référence. Donc je vais faire button on référence. Allons voir ce qui se passe dans cette console. Donc j'enregistre la chose, je reviens ici et je relance la page. Donc évidemment, tout se passe en instantané, parce que le live server, chaque fois qu'on fait des modifications, il rafraîchit la page. Et qu'est-ce qu'on voit ici, les amis? On voit qu'on a une référence de type button, avec un ID qui s'appelle button on ID, et puis plein de petites choses qui viennent ensuite. Donc effectivement, j'ai maintenant une référence du bouton on et du bouton off. Je suis maintenant prêt à mettre en place cette interaction. Bien maintenant, nous allons demander au JavaScript d'être à l'écoute de l'action clic sur chaque bouton. On met en place ce qu'on appelle un add event listener. Donc je fais button on .add event listener. Donc j'attends un événement de type, donc ouvrez la parenthèse. Que faut-il faire? Donc il faut passer une chaîne de caractères. Quel est le type d'événement que vous voulez faire? Est-ce que c'est un clip? Est-ce que c'est un double clic? Est-ce que c'est un move de la souris? Est-ce que etc. Et il attend une fonction de callback. En fait, quand cet élément va arriver, quelle est la fonction que je dois exécuter? Donc il y a plusieurs façons de faire des callbacks en JavaScript. On va faire la plus simple. Donc avant de faire ceci, on va faire ici deux fonctions. On va créer deux petites fonctions. Donc pour créer des fonctions en JavaScript, c'est très simple. Vous tapez le mot fonction. Vous lui donnez un nom. Donc par exemple, ce sera le button on handler qui sera exécuté. Donc là, vous ouvrez et vous fermez les accolades. C'est exactement comme le C. La seule différence, c'est qu'il faut mettre fonction en entrée. Donc là, j'aurai une fonction pour le bouton on. Je vais créer de même une fonction de type callback, donc button underscore
off, vous l'appelez bien sûr comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme ça, mais vous pouvez l'appeler autrement. Et n'oubliez pas d'ouvrir et de fermer les accolades. Voilà, donc j'ai deux fonctions qui seront appelées au moment du clic sur le bouton on, du clic sur le bouton off. Donc maintenant, je reviens ici sur le bouton on ref, add event listener. Donc entre cotes, vous lui passez l'événement. L'événement, c'est tout simplement le clic sur le bouton. Et vous lui spécifiez en deuxième quelle est la fonction qui sera appelée. On appelle ça une fonction de callback. Eh bien, il faudra appeler la fonction button on handler. Et n'oubliez pas le point virgule. De même, sur le button off référence, je vais lui demander d'écouter l'événement clic de la souris sur ce bouton. Donc je fais add event listener, donc je crée un nouvel événement. Je l'étends ici, ça s'attend à quoi comme clic? Bah pareil, un clic. Et quelle est la fonction de callback qui sera exécutée à ce moment-là? Et bien le button off handler. On résume les amis pour que ça soit bien clair vous. Donc on a créé deux constantes qui sont des références sur les deux boutons qui ont été définis dans l'HTML. On va maintenant être à l'écoute du clic du bouton sur le on et sur le off. À chaque événement clic qui se déroulera, il va appeler une fonction. Cette fonction, on appelle ça une fonction de callback. Ici, la fonction de callback, je l'appelle button on handler. Vous l'appelez comme vous voulez, bien sûr. En JavaScript, pour créer une fonction, vous mettez fonction. Il n'y a rien à envoyer, il n'y a pas besoin de faire des voids comme en C. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois qu'on viendra ici dans le button handler, je vais simplement afficher la console. Par exemple, je vais mettre action on, tout simplement. Et quand on viendra ici dans le button off, je vais afficher dans la console, donc n'oubliez pas le console.log, et là je ferai action off. Alors, je vais mettre off comme ceci. Donc maintenant, mes deux boutons sont bien reconnus par rapport au HTML, et de plus, ils ont deux événements de type clic qui sont prêts à exécuter des fonctions qu'on appelle des fonctions de callback, que sont ici button on handler, button off handler. Donc chaque fois que je vais appuyer sur le bouton on, il va apparaître dans la console action on. Chaque fois que j'appuierai sur le bouton off, il appellera dans la console action off. On enregistre, on retourne maintenant dans la page HTML, on rafraîchit la page, et regardez ce qui se passe ici dans la console. Donc je vais appuyer sur le bouton on, il apparaît la commande action on. Elle vous dit même que c'est à la ligne 9 que l'exécution s'est déroulée. Donc ça permet de débugger et de voir si les choses se passent bien. Donc vous voyez, ligne 9, si je vais ici dans mon JavaScript, c'est bien ligne 9 ou l'action console log. Et maintenant, si je clique sur le bouton off, il apparaît maintenant l'action off. Action off, action off, action off. Alors pour éviter d'écrire action off n fois, il met un petit compteur ici, 4 fois la fonction off a été appelée. Et ici, je peux maintenant agir sur le bouton off et sur le bouton on. On a atteint le premier objectif. Donc dans notre interface web, plus tard, la température devra évoluer. Or actuellement, le texte est purement statique. Il vaut 20. Pourquoi il vaut 20? Parce que regardez dans le fichier HTML, on a simplement mis dans le H1 une valeur en dur 20. Donc cette température doit évoluer. Donc c'est un peu comme dans les boutons, on va cibler cette valeur 20 qui sera peut-être 0, peut-être n. Donc on va la cibler comment? Eh bien on va entourer le 20 avec une balise un peu spéciale, ce qu'on appelle une span. Donc on va mettre ici entre le 20, on va mettre une span, comme ceci. Et on va copier ici le 20 et on va le mettre à l'intérieur de la span, comme ceci. Donc on va prendre le 20, c'est ce texte-là qui va afficher ensuite la température actuelle donnée par le microcontrôleur, et on va l'entourer d'une balise un peu spéciale qu'on pourra ensuite cibler évidemment, qu'on appelle une span. Cette span, je vais également lui donner un ID. Par exemple, je viens ici, et cette span a un certain ID qui vaut par exemple température underscore ID. D'accord? Donc le 20, actuellement, il est entouré par une span, une balise un peu spéciale, une span qui ne changera rien au contexte, mais ça nous permet de cibler un élément dans le DOM. Cette span, je lui donne un identifiant qui s'appelle température ID. Vous avez compris, je pense que vous avez compris ce qu'on va faire maintenant. On va dans le JavaScript. Que va-t-on faire dans le JavaScript? Eh bien, on va créer une référence qui contiendra notre fameuse span. Donc je viens ici, je fais un const, parce que c'est une constante. Je l'appelle température underscore
ref comme référence égale document point, et je vais récupérer quoi? Get element by id, et quel est l'id dont on a besoin? C'est l'id qu'on a posé ici dans le index HTML. L'id, c'est tout simplement température underscore id. Donc je viens ici, et je viens de stipuler quel id je veux. Donc maintenant, j'ai une référence de mon span. Et à l'intérieur de ce span, il y a la température désirée. Affichons dans la console ce température référence, voir si c'est effectivement un span. Donc je viens ici, et je lui demande d'afficher dans la console, donc console.log, et je lui demande d'afficher tout simplement température ref. Et regardons ce qui sort dans la console. Il me dit, alors je rafraîchis pour que ce soit bien clair, il me dit que j'ai ici une span. Alors il y a plein de petits paramètres, mais ce qui est important, c'est que c'est bien une span avec l'ID qui vaut température ID. Je peux maintenant cibler la valeur 20 qui va changer parce que je peux la changer maintenant. J'ai une référence sur cette 20 à partir de ma span et à partir de mon ID. Imaginons qu'on veuille qu'au lancement de la page, la température affichée soit de 0 degré. Comment réaliser ceci? Donc actuellement, on est 20 degrés, elle est codée en dur. Donc moi, je voudrais, quelle que soit la température qui soit codée en dur, à chaque fois que je lance la page, cette température soit de 0 degrés Celsius. Donc grâce au JavaScript, on va y arriver. Pourquoi? Eh bien, on possède une référence. Donc il suffit de dire que le contenu texte de cette référence, c'est 0. Alors je pense qu'on aura besoin plus tard d'une température, donc on va créer une variable qui peut bouger. Donc en JavaScript, il y a deux façons de créer des variables. Si on crée des variables type constante, on met const, et quand on crée des variables globales qui peuvent changer, il faut utiliser le mot réservé let. Donc on va créer une variable let, donc une variable globale qui peut changer. On va l'appeler température value. Et pour l'instant, c'est 0. Donc là, je viens de créer une variable qui vaut 0. Donc vous avez vu qu'en JavaScript, c'est un langage qui est non typé. On n'a pas besoin de stipuler que c'est un string, que c'est un entier, que c'est un flottant. Par défaut, il va comprendre qu'en mettant 0, c'est un nombre. D'accord? Eh bien, on peut dire quoi? Donc là, vous êtes d'accord que j'ai la température value qui vaut 0. Donc je peux dire que là, ma référence, ma température référence, possède un texte. Alors pour accéder à ce texte, il suffit d'appeler la méthode textContent. Donc je fais température underscore ref, c'est ma référence, point textContent, donc le contenu texte de cette référence sera quoi? Eh bien je prends ma température value, mais attention, là j'ai un nombre, or il faut que j'affiche un texte. Donc pour convertir un nombre en texte, en string, il y a une méthode qui s'appelle toString. Comme ceci, on n'oublie pas de fermer et d'ouvrir les parenthèses. Je recommence les amis. Je voudrais qu'à l'ouverture de ma page, la température qui est codée en dur actuellement passe à 0 degré. Donc il faut que je change le contenu de mon document. Pour ça, je possède sa référence, c'est température référence. Je vais créer une variable, parce que je pense que la température va changer dans le temps. Donc au lieu de me prendre la tête, je vais créer une variable. Donc une variable qui peut changer, donc en JavaScript, on met un let. Il veut comprendre qu'on a une variable qui peut changer, et comme je mets 0, il sait que c'est un nombre actuellement qui vaut 0. Je vais prendre maintenant ma température référence et je vais dire que le content text, donc le texte qui est contenu dedans, c'est température value, et je transforme ce nombre en texte en faisant toString. Il est probable, quand je vais rafraîchir ma page, que maintenant, à l'ouverture de mon document, il va lancer le script.js et les premières lignes ici vont imposer au contenu texte de la température ref, donc de mon span, qui contient actuellement 20, on va le transformer en 0, mais en chaîne de caractères. Donc CTRL S, rafraîchissons la page, et vous voyez, j'ai effectivement maintenant la température qui vaut 0. Je suis capable d'interagir avec le document à partir de mon JavaScript. Alors essayons maintenant de changer la valeur de la température toutes les secondes. Ah, comment faire? Bien en JavaScript, il y a ce qu'on appelle des timers. On va mettre en place un timer qui va intervenir toutes les secondes, et toutes les secondes, il va appeler une fonction de callback. Donc on va créer une fonction de callback ici, qui aura pour fonction donc de changer la valeur de la température. Donc je fais fonction, je fais une fonction de callback que j'appelle température underscore handler, vous l'appelez comme vous voulez évidemment. N'oubliez pas
les accolades. Et qu'est-ce que je vais faire dans cette fonction de callback? Eh bien, je vais par exemple incrémenter la température. Donc, je vais prendre ma variable globale température value et je vais rajouter, donc plus égal 10. Donc, à chaque fois que je vais rentrer dans cette fonction, je décide d'incrémenter l'ancienne valeur à 10. Alors, imaginons que lorsqu'on dépassera 100, on revienne à 0. Donc, c'est commencer, hein, vous voyez, c'est la même grammaire. Donc, if température value, si elle est plus grande ou égale à 100, on va mettre supérieure à 100, ce sera plus simple. Quand elle sera plus grande que 100, je fais quoi? Donc, accolade, eh bien, je dirais que la température value vaudra 0. Mais je n'oublie pas, à la fin, de mettre à jour le contenu. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je récupère ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire je prends la référence, je vais prendre tout ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, à la fin de mon traitement de température, je viens indiquer que la température nouvelle, c'est température value, toString. Donc, à chaque fois que j'appelle la fonction de l'heure, j'incrémente la température de 10 degrés. Quand on arrive à 100, on repasse à 0 degrés et on monte comme ça 10, 20, 30, 90, 100, 0, 10, etc. Donc, on va mettre en place maintenant le timer. Alors, comment mettre en place un timer? Eh bien, il y a une méthode qui s'appelle setIntervalle. Donc là, vous allez faire set intervalle, entre parenthèses, qu'est-ce qu'il vous demande? Ben, il vous demande, voilà, quelle est la fonction de callback qui sera appelée tous les intervalles qu'on décide et le temps d'appel de la fonction callback. Donc là, qu'est-ce que je vais passer comme callback? Température handler. Et vous lui passez le temps, attention, le temps doit être défini en millisecondes. Donc si je veux changer la température toutes les secondes, il faut que je lui passe 1000 millisecondes. Je reprends les amis. Je vais mettre en place un timer. D'accord? Donc les timers en JavaScript, on utilise la méthode setIntervalle. SetIntervalle, c'est-à-dire que je vais appliquer une méthode tous les 1000 millisecondes, donc toutes les secondes. Donc il va appeler la fonction de callback, température handler. Dans température handler, qu'est-ce que je fais? Je prends ma variable température value, je rajoute 10. Attention, si je dépasse le nombre 100, je reviendrai à 0. Et j'affiche dans le température ref qui possède un attribut text content, eh bien je définis la température actuelle. Donc si tout se passe bien les amis, quand je vais lancer la chose, la température toutes les secondes va changer vers 10, 20, 30, 90, 100, 0, 10, etc. D'accord? Donc j'enregistre et regardons si le cas est bon. Je lance 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 0, 10, etc. Donc maintenant, je peux mettre en place une méthode très intéressante en JavaScript qui est les timers. Ça permet de demander une action tous les n secondes, enfin tous les n millisecondes, pardon. Alors vous allez me dire, oui, ben, c'est bien gentil ce que vous avez fait, mais en final, c'est le microcontrôleur qui doit nous donner la température. Effectivement, là, la température, elle évolue grâce à mon timer, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que le microcontrôleur me dise, voilà, la température actuelle, c'est tant. Et quand je clique ici sur les boutons, c'est bien beau d'afficher dans la console action on, action off, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais que quand j'appuie sur le bouton on, je dise au microcontrôleur d'agir, d'allumer, d'éteindre une lampe, une LED, ou que sais-je. Donc évidemment, là, pour l'instant, on est local, on n'est pas en train de communiquer avec un microcontrôleur. Alors comment va se passer cette communication entre votre page web actuelle, qui commence à être un peu dynamique, et le futur microcontrôleur dans lequel on va mettre des choses que sont par exemple le serveur HTTP? Eh bien pour ce faire, on va utiliser une technologie moderne qui a été mise en place par Windows, qui s'appelle Ajax. Donc oui, Ajax, ça porte à sourire, donc rien à voir avec la mythologie et rien à voir avec le football, d'accord? Donc Ajax pour asynchrone, JavaScript, XML. Alors qu'est-ce que c'est que cette technologie? Eh bien cette technologie vous permettra de faire une liaison asynchrone entre une page web et un serveur HTTP. D'accord? Et la personne, donc l'utilisateur, n'aura pas besoin d'intervenir. Tout se fera en tâche de fond. C'est ce qui a révolutionné le web en 2.0. Donc grâce à la technologie Ajax, on va mettre en place une communication entre la page web actuelle et le serveur HTTP qu'on implémentera dans le ESP32 afin que ce lien, cette communication, se fasse en tâche de fond. Donc l'utilisateur ne verra rien du tout. Et en tâche de fond, le programme va demander au microcontrôleur quelle est la température. Cette température, on pourra
ainsi l'afficher. Et chaque fois que je vais appuyer sur un bouton on et off, je vais indiquer, toujours avec la technologie Ajax, à mon serveur HTTP qui contiendra dans le ESP32 d'agir, d'éteindre, d'allumer, de faire ce que je veux qu'il soit fait. Alors pour découvrir cette technologie Ajax, je vous propose d'ouvrir le W3 School, vous allez sur internet, vous allez sur W3 School, et là vous allez trouver sur une page très intéressante et très très bien faite qui vous explique les aboutissants de l'Ajax. Donc il vous explique via des exemples à quoi ça sert, comment on met en place et comment fonctionne cette technologie Ajax avec des petits dessins qui vont bien. Donc je vous invite les amis à aller sur le site W3 School, d'ouvrir Ajax Introduction, et puis de lire le document. Vous allez voir que c'est très très bien fait. On peut même le passer en français, donc si vous venez ici dans la map monde, voilà, vous sélectionnez ensuite la France pour avoir le texte en français. En fait, il va juste faire un Google Traduction, tout simplement. On l'a pas en français? Si, ici, voilà. Et vous aurez la traduction en français. Mais moi, si j'étais vous, je le ferais en anglais. Ça va permettre de travailler un peu l'anglais. Et vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Donc, lisez ce document. Ça vous permettra d'avoir un peu les idées sur ce que c'est que cette technologie Ajax. Alors, comment obtenir la température? Et en gros, comment va-t-on discuter avec un serveur HTTP? Donc, imaginez, vous avez deux acteurs. Vous avez ici le fichier .script, le fichier JavaScript. Et vous aurez ici le futur serveur HTTP que sera contenu dans le ESP32. Donc le serveur a deux portes d'entrée. On va lui faire des requêtes, donc si j'ai mis en anglais, request, et lui va vous donner des réponses. Dans le JavaScript, ici, on va dans un premier temps créer un objet Ajax de type XML HTTP request. Donc je fais const, je crée un objet const, je l'appelle XHTTP, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle XHTTP, et je fais new pour créer un objet de type XML HTTP request. Donc maintenant, je possède dans mon fichier JavaScript un objet XHTTP de type XML HTTP request. Je vais ouvrir une liaison, d'accord? Donc je fais xhttp.open. Je vais lui passer en premier lieu quel type de requête. Or, il y a plusieurs types de requêtes. Il y a des get, il y a des post, il y a des delete, etc. Donc nous, on va faire la plus simple. On va juste faire un get. D'accord? En gros, quand vous êtes sur Google, quand vous faites une recherche, vous demandez à un serveur HTTP Google d'une certaine requête, un certain mot-clé, et bien vous faites un get. Ensuite, vous lui passez l'URL. L'URL, c'est grâce à cette URL qu'on va stipuler au microcontrôleur, donc au serveur HTTP, qu'on voudrait la température. Donc je vais lui passer une certaine URL. Donc je fais / température. Le troisième paramètre, est-ce que c'est true? Est-ce que c'est false? Autrement dit, est-ce que vous voulez une liaison de type synchrone ou est-ce que vous voulez une liaison de type asynchrone? Et bien ici, comme on veut que les choses se passent en tâche de fond, on va lui demander de type asynchrone. Donc on va lui passer le mot true. Je reprends les amis. Dans le fichier JavaScript, on va créer un objet Ajax de type XML HTTP request. Pour créer cet objet, je vais créer une variable. Cette variable est de type constant. Donc je fais const xHTTP égale new. Je crée maintenant un nouvel objet XML HTTP request. Je vais ouvrir une liaison entre le JavaScript et le serveur HTTP. Donc je fais xHTTP.open. Premier paramètre, quel est le type de requête? Est-ce que c'est du get? Est-ce que c'est du post? Est-ce que c'est du delete? Est-ce que c'est autre? Nous, on fait du get. On fera que du get. Ensuite, en deuxième paramètre, vous lui passez l'URL. En gros, l'adresse de la requête. Eh bien, moi, je voudrais la température. Donc, n'oubliez pas de mettre un underscore, enfin, / température. Moi, je veux une liaison de type asynchrone. Je veux que les choses se passent en tâche de fond et que les choses arrivent de façon asynchrone. Eh bien, je me dis true. Je fais maintenant un envoi, donc je fais xHTTP send. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette requête part maintenant au microcontrôleur que possède le serveur HTTP. Donc, il reçoit une requête de type get à l'adresse température. Le traitement va être fait, on verra ça plus tard. Imaginons que tout se passe bien et qu'il nous envoie maintenant la réponse. Donc maintenant, il va nous renvoyer une réponse. Cette réponse possède un statut. Soit le statut est bon, soit le statut n'est pas bon. En gros, quand on met 200, ça stipule que le statut est bien. Donc en gros, que tout se passe bien, que la communication est bien été établie et que la réponse est bonne. Vous connaissez peut-être le statut 404. Donc 404, c'est que les choses, il n'y a pas de page, par exemple, ici. Page not found.
Donc on dit la requête. Maintenant, la réponse va être de type 200. Donc on a une bonne réponse qui va être bien reçue. Il dit quel type de réponse est contenu dans le message. Eh bien, c'est du texte, tout simplement. Donc text plain. Et il va nous envoyer un texte qui contient la température actuelle. Mais il faut maintenant mettre à jour la température. Et bien là, on va faire encore une fonction de callback. Et oui, le JavaScript est un langage asynchrone. Il y a beaucoup de fonctions de callback qui se mettent en route lorsque la réponse est reçue. Donc quand vous allez voir dans le document de W3 School, il faut faire comme ça. D'abord, on va regarder qu'est-ce qui change par rapport à la requête précédente. Donc on fait XHTTP on ready state change. En gros, quand quelque chose change, effectivement, là j'ai reçu une réponse. Donc le statut de la requête a changé. J'ai maintenant une réponse. Cette réponse, on va mettre en fonction. Donc on va créer une fonction ici de callback. Donc cette fonction de callback, on la passe de façon anonyme. On n'a pas besoin de lui donner un nom stipule. On aurait pu, hein, mais là on fait une fonction anonyme. Donc j'ai une fonction, j'ouvre et je ferme les accolades et je regarde. Il faut d'abord que le statut soit de 200. Donc je ne vais pas traiter une réponse qui n'est pas bonne. En gros, si le statut est 200, c'est bien. Et si le ready state, donc chaque état reçoit un statut, et donc ici, le statut doit être 200, et il faut que le ready state, donc l'état de la réponse, d'accord, est de 4. Donc là, je vous envoie au W3 School quels sont les différents états. Il y a 0, 1, 2, 3 et 4. 4, c'est que la réponse est bien formatée et que tout s'est bien passé. Donc je vais recevoir une réponse. Cette réponse, le 25 ici, sera contenue dans une variable qui est définie par 10. Donc 10 fait référence à l'objet XML HTTP request. N'oubliez pas le 10, sinon ça ne marchera pas. Vous faites const. Donc je crée une variable const locale ici à ma fonction. Je l'appelle value, vous l'appelez comme vous voulez. Et je fais 10. Donc 10, c'est un mot réservé qui fait appel à l'objet proprement dit dont on parle aujourd'hui. Là, c'est le fameux XHTTP request. Et j'obtiens la réponse qui a été donnée ici dans le réponse texte. Donc maintenant, j'ai dans le répondre texte le contenu 25. Qu'est-ce que je vais faire avec ce 25? Eh bien, je vais le mettre dans la température ref. Je lui dis que le text content, c'est value. Et value, ici, ça vaut 25. D'accord? Donc ça a l'air compliqué, c'est pas facile effectivement, mais il faut bien comprendre que cette communication est asynchrone déjà, il n'y a pas de synchrone, tout se passe en arrière-plan, et quand les choses sont prêtes à être affichées, eh bien on vous le dit comme ceci. Donc je reprends les amis. Dans le fichier JavaScript, on va créer un objet Ajax de type XML HTTP request. Donc je fais const XHTTP request new XML HTTP request. Voilà, je crée mon objet. Je vais envoyer une donnée à mon serveur. Pour la formater, il faut que je fasse un open. J'ouvre une liaison. Il faut que je lui dise quel type de requête. Est-ce que c'est du get? Est-ce que c'est du post? On va faire du get. C'est le plus simple. Je lui stipule l'URL de ma demande. L'URL ici, c'est une sorte d'adresse. Ça serait température avec le bar slash. Donc température, et je dis que c'est asynchrone. Donc là, je fais send. J'envoie la requête. La requête est traitée par le microcontrôleur. Il reçoit ici une requête, d'accord, dans le request, et il sait que l'URL, c'est température. Il traite cette requête, on verra ça plus tard, il traite cette requête et il nous renvoie une réponse. Si tout se passe bien, si la réponse a un statut de 200, c'est qu'il a bien formaté, il a bien compris, il nous a bien mis les choses en place. Il nous dit quel type de réponse on aura. On a une réponse de type texte. On peut avoir du JSON, on peut avoir du XML, on peut avoir plusieurs types de réponses. Ici, tout simplement du texte. Donc du chaîne de caractères. 25. Donc il va vous renvoyer une chaîne de caractères avec 25. Ce 25, il va arriver dans une fonction de callback. En effet, on va se mettre à attendre, un peu comme on avait fait pour les boutons, en faisant on event listener. Et bien ici, c'est un peu la même chose, sauf qu'on fait un on ready state change. Quand la requête, quand l'objet XML a changé, la requête est arrivée, le statut de la ready a changé. De fait, on va appeler une fonction anonyme. Fonction. Je regarde que le ready state est de 4, n'oubliez pas le 10, parce que le 10, il faut rattacher le ready state et le statut à l'objet XML request. Donc si vous avez le 10, ça ne marchera pas. Donc est-ce que le HTTP request, si vous préférez, a un statut ready state de 4 et que son statut est de 200? Si les deux choses sont bonnes, donc je mets bien et, c'est que maintenant j'ai bien
un texte formaté correctement, que j'ai une réponse qui va bien et que tout s'est bien mis en place. La communication s'est bien déroulée dans les deux sens. Pour récupérer le contenu du message, il est contenu dans une variable qui s'appelle réponse texte. Attention, cette variable est attachée à l'objet XML HTTP request, d'où le 10. En gros, le 10, on peut le remplacer par XHTTP. Donc la variable possède des attributs et cet attribut, c'est réponse texte. Ensuite, pour envoyer ça dans la page HTML, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, température ref.textContent et je lui passe le value. D'accord? Et j'oublie pas de le mettre ici. Alors non, je n'ai pas besoin de le mettre en string parce que par définition, il est déjà en string because il le renvoie en textplay. D'accord? Donc oui, c'est pas facile. En gros, si vous avez du mal à comprendre ce qu'on fait, reprenez bêtement ça, et puis ça vous permettra avec le temps de peut-être comprendre un peu mieux. Mais surtout, allez sur le document W3School, allez voir, découvrir qu'est-ce que c'est que cette technologie Ajax, parce que si je fais des vidéos en plus sur Ajax, là, je m'en sors pas, il me faudra que j'en fasse encore 5 ou 6, là, ça va pas le faire. Ok? Eh bien, mettons en place notre objet Ajax. Donc grâce à notre setIntervalle, je rappelle que setIntervalle c'est un timer, on va faire une requête au serveur toutes les n millisecondes. Alors demander la température toutes les secondes, c'est un peu un non-sens. Donc imaginez qu'on lui demande toutes les 5 secondes. Voilà. Ou on peut aller un peu plus loin. Donc toutes les 5 secondes, la fonction setIntervalle va appeler la méthode température_handler. La fonction de callback. Et c'est là qu'on va mettre en place notre objet Ajax. Donc on vient ici d'un température_handler, je crée un objet const de type XHTTP request que j'appelle XHTTP. Vous l'appelez comme vous voulez. N'oubliez pas le mot réservé new qui nous permet de créer cet objet. Quand je vais recevoir une réponse, je vais appeler ma méthode onReadyState. Donc je vais appeler une fonction ici de callback anonyme. Je vais regarder que le readyState est de 4 et que le statut de la réponse du serveur est de 200. Comment récupérer la température value? Eh bien, je fais température value égale 10. N'oubliez pas que 10 c'est hyper important. Si vous faites ceci, ça ne marchera pas parce que le réponse texte, il ne sait pas à qui est rattaché. Donc, il faut qu'on prenne l'objet qu'on a créé, donc le XHTTP request, donc le 10.réponse texte. Ceci, on va le mettre dans une variable qui s'appelle température value. On affiche la température dans la console, comme ça on aura un debug. Et maintenant, on va mettre également en place la température ref en faisant température ref.textContent et je récupère la température tout simplement en chaîne de caractères. Donc, j'ai plus besoin de mettre ici le toString. Mais avant, il faudra faire un open, donc je fais xhttp open, je lui envoie une requête de type get à l'adresse, ou autrement dit à l'URL température, d'accord, n'oubliez pas le slash, et je veux qu'elle soit asynchrone, donc true. Et j'envoie la requête, donc ça va partir la requête. Quand la réponse va arriver, on va rentrer dans cette fonction anonyme ici. Cette fonction anonyme, on récupère que tout s'est bien passé par le readyState et par le statut. Je récupère la valeur de la température dans le réponse texte, n'oubliez pas le 10. Je mets en place la température ref par rapport à la nouvelle valeur reçue en chaîne de caractères. Donc évidemment, si je lance la chose, vous êtes bien conscient que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de serveur HTTP. Donc là, j'essaye d'envoyer des requêtes à l'adresse température. Au serveur, pour l'instant le serveur c'est le live server, mais le live server, température, il ne sait pas ce que c'est. Donc il va me répondre qu'il ne connaît pas cette adresse. Donc il doit mettre des choses en erreur dans la console. Regardez bien, ma console, donc je fais CTRL R pour relancer la chose, et toutes les 5 secondes, je fais une requête. Alors ce qui se passe ici dans la console, vous voyez, je reçois une erreur, 404, not found because j'essaie d'envoyer au serveur à l'adresse 127.0.0.1, donc local, au port 5500, donc en gros le live server, je lui demande de me donner la température. Mais lui, température, il sait pas ce que c'est. Donc il me renvoie des choses qui sont débiles. Il me dit non, non, je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Mais à terme, nous on mettra un vrai serveur HTTP dans le microcontrôleur et les choses théoriquement devraient mieux se passer. Mais ça, on peut le voir uniquement en mettant en place le serveur HTTP dans le microcontrôleur. Donc pour l'instant, c'est tout à fait normal qu'il y ait des erreurs parce qu'il ne connaît pas cette adresse température au port 5500. Eh bien, regardons maintenant le cas des boutons. Donc je vous rappelle les amis,
pour chaque bouton on et off, on a deux fonctions de callback, une qui s'appelle button on handler, donc chaque fois que j'appuie sur le bouton on via l'event listener sera appelé le button on handler. Et quand j'appuierai sur le bouton off, je vais appeler la méthode button off handler. Donc comme au préalable, on va créer des objets de type Ajax. Donc à chaque bouton on handler et off handler, je crée un const x http request. Donc n'oubliez pas les amis qu'on crée un objet local. Donc c'est pour ça que je peux lui mettre le même nom. D'accord? Cet objet n'existe que dans cette fonction-là. Donc je crée un objet de type XML request, et de même, je vais ouvrir une liaison de type get à une certaine adresse. Donc l'adresse ici, c'est action. Mais ce qui va changer à ce qu'on avait au préalable, c'est que maintenant, il faut que je définisse aussi un paramètre. Il faut que je dise, est-ce que la LED est allumée ou est-ce que la LED est éteinte? Alors la question, c'est comment transmettre des paramètres dans une URL? Eh bien, pour répondre à ces questions, c'est très simple, on va ouvrir Google. Donc on va sur Google, donc là j'ai une page et puis je fais une requête. Donc là je vais demander à un serveur HTTP de Google de me donner une réponse. Par exemple, si je fais ESP32, j'envoie ma requête, et regardez comment est formatée l'adresse ici. Donc il y a google.fr, search, point d'interrogation, Q égale, etc. Donc le point d'interrogation, ça permet d'ensuite d'envoyer des paramètres. Donc je fais une requête, point d'interrogation, Q. Donc la requête, c'est la recherche est ESP32 et ta. Donc en fait, on va utiliser le point d'interrogation pour transmettre des paramètres. Ok? Donc en gros, ici, je vais faire comme adresse ou comme URL, je ferai /action, point d'interrogation, et là vous stipulez quel paramètre. Donc c'est LED égale 1. Si on veut mettre d'autres paramètres, il suffit de faire le et commercial. Donc et machin égale truc. Truc muche égale machine. D'accord? Donc là je vais faire action, donc l'URL action, et je vais lui passer un paramètre dans cette URL. Je lui passe le paramètre via le point d'interrogation. Donc point d'interrogation, LED égale 1. Et j'envoie la chose. J'envoie la chose, le serveur va récupérer cette information, il sait qu'il y a l'adresse action, donc l'URL c'est action, et il va traiter le paramètre LED. Est-ce que LED est à 1 ou est-ce que LED est à 0? Ici, il verra que LED est à 1, donc on mettra LED est à 1, de fait, on va allumer la LED. A contrario, quand on va appuyer sur le bouton OFF, ici, j'envoie via un objet Ajax, toujours XML HTTP request, mais cette fois, dans la liaison open de type get, l'action toujours la même, donc l'adresse URL action, point d'interrogation, et là je mets LED égale à 0. Donc c'est toujours la même adresse, c'est action pour le bouton on, action pour le bouton off, mais ce qui va changer, c'est le paramètre LED. Un coup il vaut 1, un coup il vaut 0. D'accord? N'oubliez pas qu'on transmet ici des chaînes de caractères. Donc il faudra traiter la chaîne de caractères LED égale chaîne de caractères 1 ou LED égale chaîne de caractères 0. Voici comment on va mettre en œuvre les boutons poussoirs. Eh bien, écrivons ces deux méthodes. Donc ici, dans le button handler, je vais enlever la console. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un objet de type XML HTTP request. Je l'appelle XHTTP, vous l'appelez comme vous voulez. N'oubliez pas le mot réservé new. Et je fais un objet de type XML HTTP request. N'oubliez pas les parenthèses. Ensuite, je vais ouvrir la liaison. Donc je fais xhttp.open. Là, je définis le type. Donc c'est type get. Et là, vous lui passez maintenant l'URL. Donc l'URL, c'est action, bien sûr. Hein. Il faudra que dans le serveur, on ait la même URL. Parce que si vous envoyez action et que dans le serveur, il s'attend à obtenir lecture, ça ne marchera pas. Il faut qu'on obtienne après action. Donc je mets point d'interrogation. Et là, je précise que LED égale 1. Et je stipule que je veux une liaison de type asynchrone. Et je n'oublie pas d'envoyer la requête. Ok, donc là, il n'y a pas de retour. On pourrait créer un retour, mais là, il n'y a pas de retour. Le retour, on le visualisera par la LED. Soit elle sera allumée, soit elle sera éteinte. Mais on peut tout à fait mettre en place après une autre route, une nouvelle requête, qui regardera quel est l'état de la LED et qui mettra à jour l'état de la LED dans la page HTML. On peut le faire tout à fait comme ça. Alors, je suis feignant, vous vous souvenez, hein, donc je vais prendre ceci. Je vais maintenant dans la fonction offHandler et j'ai un petit paramètre à changer. Donc je crée toujours un objet de type Ajax, XML HTTP request. Pensez que cet objet-là n'existe que dans cette fonction-là. C'est pour ça que je peux les nommer de la même façon. Mais si vous voulez changer le nom, changez-le. Toujours get,
Action, toujours la même. Par contre ici, je vais stipuler à mon serveur que cette fois la LED a un paramètre qui vaut 0. Donc dans le traitement du serveur, on mettra en place ceci. Évidemment, là actuellement, je ne peux pas visualiser la chose parce que je n'ai pas de serveur HTTP dans mon microcontrôleur. D'accord? Donc je sais, là, les dernières parties Ajax, ça a l'air un peu difficile, ça l'est, c'est nouveau pour vous, c'est tout à fait normal. Donc pour ça les amis, il faut aller sur le document W3School, mettre les choses en place, essayer de comprendre la doc, et puis essayer, programmer, et regarder ce que ça donne. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.